Je vous invite à vous installer. On va bientôt débuter la réunion, à prendre un dernier café si vous le souhaitez pour... Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Gwenaëlle Even, directrice adjointe de la direction en charge des dispositifs médicaux à l'ANSM. L'ANSM a souhaité réunir aujourd'hui l'ensemble des parties prenantes dans le domaine de la chirurgie et de l'incontinence urinaire et des prolapsus pelviens afin d'échanger et de débattre sur les différents sujets à l'ordre du jour dans ces domaines. Nous tenions tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu présent à notre sollicitation pour cette journée de concertation. Les objectifs sont d'avoir une réflexion partagée entre les patientes, les professionnels de santé et les institutions de santé sur la chirurgie de l'incontinence urinaire et des prolapsus pelviens, de faire un état des lieux de la pratique, de l'intérêt des implants de renfort et des risques qui y sont associés, afin d'établir ensemble des propositions d'action pour améliorer la prise en charge et la sécurité des patients dans ces indications. Le programme de la journée est assez dense, donc il va falloir qu'on soit vigilant sur le temps pour pouvoir aborder un maximum de sujets qui étaient prévus à l'ordre du jour. Ce matin, nous aurons dans un premier temps une présentation de la surveillance renforcée qui est menée par l'ANSM. Le professeur Fritel présentera ensuite les résultats intermédiaires de l'étude Vigimesh. Nous aurons une présentation des actions qui ont pu être initiées hors France dans ces domaines. Et nous aurons ensuite des interventions de la Direction générale de la santé, de la Direction générale de l'offre de soins et de la Haute Autorité de santé. La seconde partie de la matinée sera consacrée aux thématiques pour lesquelles nous avions envoyé un questionnaire préparatoire. Nous vous remercions de l'ensemble des contributions que vous nous avez transmises, qui sont très contributives et qui vont nous permettre d'orienter et d'animer chacun des thèmes. Nous verrons tout d'abord la prise en charge en France de l'incontinence urinaire et des prolapsus, ainsi que les alternatives aux implants de renfort, puis l'information à destination des professionnels de santé. Cet après-midi, nous aurons comme thématique à aborder l'information des patientes, la prise en charge des patients avec le diagnostic, la période pré- et post-opératoire et le parcours de soins. Et la dernière thématique étant la prise en charge des effets indésirables et les procédures d'explantation des dispositifs. À l'issue de tous ces échanges, nous déterminerons ensemble, de manière concertée, les prochaines actions à conduire pour la chirurgie de l'incontinence et des prolapsus pelviens en France.
Comme vous le savez, cette réunion est retransmise en direct sur la chaîne YouTube de la NSM. Pour que tout ou partie des échanges puisse être suivi par des personnes qui ne participent pas à la réunion, elle sera également disponible en streaming dans les prochains jours. Avant de commencer ces échanges, je vous propose que nous fassions un tour de table. Je tiens également à mentionner que la Société nationale de coloproctologie n'a pas pu participer à cette réunion, mais a contribué par écrit au niveau du questionnaire. Et nous animerons la réunion avec Thierry Thomas présent à mes côtés. Donc, bonjour, je m'appelle Thierry Thomas, je suis directeur adjoint de la direction en charge des dispositifs médicaux à la NSM. Je vous propose peut-être de commencer par un tour de table pour que chacun puisse se présenter. Bonjour, donc Marie-Hélène Rodunet, je suis médecin, directrice adjointe à la direction de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins à la Haute Autorité de Santé, qui est en charge plus spécifiquement des recommandations de bonnes pratiques cliniques. Bonjour, Hubert Galmiche, responsable du service évaluation des dispositifs médicaux de la Haute Autorité de Santé. Bonjour, Benoît Marin, j'appartiens à la DGS et je suis adjoint de la sous-directrice de la politique des produits de santé, qualité des pratiques et des soins. Bonjour, Stéphane Lucas, donc au sein de la Direction Générale de la Santé, chargé des dispositifs médicaux. Bonjour, Lise Alter, je suis adjointe à la sous-directrice du pilotage et de la performance des acteurs de l'offre de soins à la DGOS, donc au ministère de la Santé. Yann Mazins, je suis chargé de mission à France Asso Santé. Juste sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je voulais juste préciser que nous avons eu des échanges avec la NSM le 23 novembre, suite à la publication du point d'information. On va y revenir, j'espère. Enfin, évidemment. Juste pour préciser que nous avons quand même été étonnés de ce point d'information qui est sorti à quelques heures des implants de Fimes. C'est un petit peu gênant pour démarrer les travaux. Voilà. Bonjour, je suis Véronique Plazer-Moyen, patiente, porteuse d'un implant vaginal et victime de cet implant vaginal. Je suis initiatrice d'un groupe de femmes porteuses et victimes d'implant vaginal sur Facebook. Bonjour, je suis Marie-Christine Studo, je suis une patiente, je suis porteuse d'un implant vaginal et donc avec Véronique on a créé un groupe Facebook et on représente plusieurs femmes porteuses de ces implants. Bonjour à tous, Virginie Dibetta, je suis chef d'équipe donc à la NSM dans la direction qui est en charge des dispositifs médicaux et particulièrement en charge des dispositifs dans ces domaines-là. Bonjour, Xavier Fritel, je suis chirurgien gynécologue à Poitiers et coordinateur de l'observatoire Vigimèche, dont je vous présenterai les résultats très bientôt. Bonjour, je suis Brigitte Faton, je suis chirurgien gynécologue à Nîmes et je représente la société SIFUD PP qui est une société transdisciplinaire et multidisciplinaire qui s'intéresse donc aux problèmes d'incontinence, de troubles de la statique pelvienne et de pelvipérinéologie. Bonjour, je suis Hervé Fernandez, je suis chef de service de gynécologie obstétrique à Bicêtre. Je suis président de la Société de chirurgie gynéco-pelvienne et membre du bureau du Collège national de gynécologie obstétrique. Bonjour, je suis Olivier Jourdain, je suis chirurgien gynéco-obstétricien en libéral à Bordeaux et je suis aussi, pour l'anecdote, le président de la commission spécialisée d'offre de soins de toute la Nouvelle-Aquitaine, ce qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est une instance de démocratie sanitaire qui examine toutes les autorisations sanitaires. Bonjour, je suis... Oui, allez-y. Allez.
Ça clignote. J'allais vous dire de bien veiller à appuyer sur les boutons au moment de prendre la parole. Et donc du coup mon effet est complètement raté sur le sujet. Bon, je vous propose, je pense que les techniciens vont venir régler le problème. Je vous propose d'enchaîner avec une première présentation qui a pour objectif d'introduire le sujet sur la chirurgie de l'incontinence urinaire et des prolapsus pelviens. Voilà. Et vous donner quelques éléments d'information relatives à la surveillance renforcée que nous menons actuellement sur ces dispositifs médicaux. Alors cette surveillance a été initiée en 2016 sous la forme actuelle, donc c'est-à-dire renforcée. Elle a été initiée en fait suite à un certain nombre de ce qu'on appelle des signaux que l'on a identifiés hors France. Donc un certain nombre de pays se sont mobilisés de façon importante par rapport aux dispositifs d'incontinence urinaire ou dispositifs pour traiter les prolapsus, voie basse, voie haute, notamment l'Australie. Il y a eu également des mesures prises en Angleterre, en Écosse, en Irlande, alors pas forcément à chaque fois sur les mêmes sujets, on vous en dira un mot tout à l'heure. La FDA s'est également mobilisée parce qu'ils ont pris la décision notamment de monter la classe de risque de ces dispositifs, ce qui implique réévaluation. Voilà, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été mises en œuvre et donc clairement on a été sollicité notamment au niveau européen. On s'est interrogé, on a regardé, alors notre premier réflexe lorsque ce genre de choses arrive, c'est d'aller examiner ce qui se passe dans nos propres bases en termes de matériaux-vigilance et donc on a eu en fait un étonnement puisque nos données de matériaux-vigilance sont extrêmement pauvres sur le sujet. Donc ça nous a interpellés, on a décidé à ce moment-là de mettre ce dispositif sous surveillance particulière pour essayer de comprendre finalement ce qui se passe. Et cette surveillance, elle s'est traduite par un certain nombre d'actions. On a fait un état des lieux déjà du marché pour voir ce qui était sur le marché français notamment. On a exploité autant que possible nos données de matériaux-vigilance. On a engagé une campagne d'inspection. Donc ça veut dire donc des équipes d'inspecteurs de la NSM sont partis inspecter les fabricants, voir comment est-ce qu'ils travaillaient, leurs pratiques. Et on a également travaillé, on a financé une étude dont on vous parlera tout à l'heure. Donc tout d'abord l'état du marché. Donc son objectif encore une fois était assez simple, c'est faire un état des lieux, voir ce qui était sur le marché français et donc identifier aussi, parce que c'est une question qu'on a posée en corollaire aux fabricants, s'il existait des données cliniques à l'appui de la mise sur le marché de ces dispositifs. C'est une question qui était assez simple, mais avec la précaution, c'est que les réponses étaient uniquement du déclaratif de la part des fabricants, sans vérification à ce stade. C'était essayer de voir effectivement si les fabricants revendiquaient ou pas des données cliniques spécifiques sur leurs dispositifs médicaux. Donc on a estimé, nos résultats ont montré qu'il y avait environ 50 000 implants qui étaient vendus par an, toute indication sur le marché, qui étaient mis sur le marché français. Beaucoup de références, beaucoup de gammes, une centaine de fabricants, 15 à 20, enfin, une vingtaine de fabricants, une centaine de gammes de produits, donc quand même beaucoup de produits à examiner, et puis des volumes de vente qui étaient en expansion. Et quasiment tous les fabricants nous ont dit on a des données cliniques à l'appui de la sécurité et des performances de ces dispositifs. Bien évidemment, à vérifier, et c'est le travail qui est en cours à l'heure actuelle.
Notre deuxième investissement a été au sein d'une task force qui s'est montée au niveau européen, donc qui réunit un certain nombre de pays. Les pays anglo-saxons sont présents, des pays également du sud de l'Europe, Espagne, Portugal, les Pays-Bas, et on se rend compte là, on va dire mois après mois, que le nombre d'autorités qui s'investissent et qui s'intéressent à ces dispositifs est en augmentation. L'objectif de cette task force, il est là aussi assez simple, mais il est en fait de réévaluer l'ensemble des données cliniques des fabricants. Donc, après finalement avoir posé la question, aujourd'hui on est dans un process de réévaluation de ces données cliniques. Alors c'est un process qui va être long. Encore une fois, il y a beaucoup de références, beaucoup de produits. Donc on a élaboré avec la task force un format commun de rapport d'évaluation pour que finalement on puisse tous poser les mêmes questions, se poser les mêmes questions et faire des évaluations qui soient cohérentes et comparables. Et donc on est actuellement en cours, on s'est réparti le travail entre toutes les autorités en s'intéressant chacun bien évidemment à nos fabricants nationaux. Ensuite, la surveillance, elle se traduit également par l'examen des données, l'exploitation de nos données de matériovigilance, donc de nos bases. Deux types de regards sont portés sur ces incidents. Tout d'abord, les incidents qu'on appelle critiques, qui sont classés comme ça, qui font l'objet d'un traitement individuel. Et puis, une analyse statistique en essayant de voir l'évolution en fonction des typologies, des types d'effets indésirables constatés, l'évolution dans le temps donc, de ces incidents. Donc pour rappel, la matériovigilance, elle consiste à essayer d'établir un lien, l'imputabilité en fait du dispositif par rapport à un effet. Alors c'est pas une analyse du dossier clinique d'un patient ou d'une patiente, c'est véritablement essayer d'identifier une problématique liée au dispositif médical. Donc cet exercice, alors notamment lorsqu'on travaille en tendance, est rendu un petit peu plus compliqué puisque lorsqu'on a des volumes assez faibles d'incidents, l'exploitation statistique est plus fragile. Donc les données que je vous donne sont à titre indicatif. Elles s'appuient sur des données qui ont été collectées entre 2011 et fin 2018, donc 7 ans, avec un total donc, de 246 incidents concernant 228 patients. Ce sont des données qui sont quantitativement faibles aujourd'hui, extrêmement faibles, si on regarde notamment par rapport à d'autres types de dispositifs médicaux. Néanmoins, on constate qu'en 2018, qui correspond au dernier bâton, on a une augmentation sensible donc, des déclarations. Et si on fait un focus par mois, on se rend compte que l'augmentation sensible, elle a lieu essentiellement alors en fin d'année, en décembre, puisque on a eu un pic de déclaration. Donc effectivement, on a communiqué avec l'objectif justement en premier lieu de demander à l'ensemble de la profession, mais également des patientes, de déclarer, pour obtenir le plus d'informations possible, notamment sur la situation en France. Voilà, donc ce graphique a juste pour objectif alors ça va finalement faire relativiser un petit peu ce que j'ai dit, mais néanmoins, le rouge correspond aux déclarations qui proviennent des patientes. Voilà. Donc en 2018, on a reçu 31 déclarations provenant directement des patientes. C'est extrêmement rare. Beaucoup de dispositifs, les déclarations proviennent essentiellement, généralement, donc des fabricants ou des professionnels de santé. Là, sur les dispositifs traitement de l'incontinence et traitement du prolapsus, on voit apparaître les patientes. Si on retranche ces déclarations, on revient finalement à un niveau de déclaration, somme toute, régulier, année après année. Et puis si on s'intéresse un petit peu à une vision plus par typologie, type d'incident, alors quel que soit le dispositif médical, on retrouve des problématiques d'érosion, des signes fonctionnels urinaires,
des douleurs donc pour tous les types de dispositifs médicaux. Mais encore une fois, ces données restent quantitativement faibles hein, et par conséquent assez difficilement exploitables. Donc sur cette base, on a également décidé de faire une enquête de matériovigilance. Donc là, l'objectif était finalement de ne pas attendre les déclarations, mais essayer d'aller chercher l'information directement auprès des établissements de santé. Donc une action proactive. Donc c'est une enquête qui a été menée fin 2016 et qui portait sur des données antérieures, bien évidemment, mais on est passé par les correspondants locaux de matériovigilance. Donc on a contacté 243 établissements de soins. Ça correspondait à la pose d'environ 12 000 dispositifs médicaux. Et alors, c'est toujours des choses qui sont à exploiter aussi avec précaution, mais on est arrivé finalement à un taux de 1,43, taux de complications, enfin en complications après chirurgie, hein, post-chirurgie. Donc les points d'information, on en a dit un mot à l'instant et vous en avez parlé également. Et aujourd'hui, donc, on est toujours en investigation sur l'ensemble des points que je viens de vous présenter. En parallèle, aujourd'hui a été engagé, enfin depuis plusieurs mois a été engagée une campagne d'inspection donc qui concerne les fabricants français. On a déjà inspecté 7 fabricants en France. Donc l'objectif est d'aller voir les pratiques sur site, les méthodes de fabrication, d'aller voir les dossiers techniques également, et de vérifier finalement que ces fabricants sont bien en conformité avec les exigences réglementaires. Donc ce type d'action peut déboucher sur des décisions administratives de police sanitaire. Il y a une décision qui a été prise il y a quelques mois, un mois, à l'encontre d'un fabricant suite à ce processus d'inspection. Voilà, et pour finir, M. Fritel en a dit un mot. La NSM a financé, donc, dans le cadre appel à projet, une étude, l'étude Vigimesh, donc, qui est coordonnée par le CHU de Poitiers, qui recense donc, à partir de plusieurs établissements de soins les complications à court et long terme après chirurgie et qui en fait donc une exploitation. Et donc, on va enchaîner juste après cette présentation sur la présentation donc, des résultats intermédiaires de cette étude. Alors c'était une étude qui était pour 2 ans, qui est en cours. On a le projet de poursuivre, aller plus loin parce que ces résultats nous semblent intéressants. Monsieur Fritel, je vous laisse enchaîner directement sur les résultats intermédiaires de Vigimesh. Et on ne s'est pas découragé, on l'a représenté sur un appel d'offres de la NSM. Les premières inclusions, elles ont commencé en février 2017, et donc c'est vraiment des résultats précoces que je vais vous présenter. La diapo suivante est là. Donc vous avez présenté le contexte, l'inquiétude qu'il peut y avoir à propos des complications. Et le raisonnement des cliniciens, c'était il faut absolument préciser l'incidence, c'est-à-dire qu'on a des complications, mais il faut en préciser la fréquence. Et si besoin, arriver à identifier des facteurs de risque, que les facteurs de risque soient liés au patient, aux modalités chirurgicales, à la nature de la prothèse, à son manière d'être fixé, à l'espace dans lequel il est fixé, aux compétences chirurgicales. Et il y a aussi un besoin d'établir une typologie des complications, c'est-à-dire à quel type de complications on est confronté. Pour essayer de préciser les choses, l'idée c'était de faire un recueil systématique, c'est-à-dire que les centres participants
signalaient toutes leurs chirurgies sur l'incontinence ou le prolapsus pelvien avec une feuille simplifiée que je tiens à votre disposition. On a ouvert les centres progressivement. Les derniers ont été ouverts cet été 2018. Les complications qu'on a retenues étaient les complications que j'ai qualifiées de sérieuses, c'est-à-dire toute reprise chirurgicale, abandon de pose, modification, procédure chirurgicale additionnelle, et les complications plus graves avec des défaillances d'organes, passage en unité de soins intensifs, jusqu'au décès. Nous n'avons recueilli aucun décès au cours de ces 2 ans de fonctionnement. On a utilisé les classifications connues et classiques. Donc, entre février 2017 et juillet 2018, je vous présente les résultats sur 1873 femmes opérées et sur le fait qu'on a collecté pendant la même espace, en incidence, 52 complications sérieuses avec au moins une reprise chirurgicale, ce qui fait une incidence de 2,8%. Elle est détaillée dans ce tableau où à la première ligne, vous trouvez les bandelettes sous-urétrales. Oui, alors par vocabulaire, j'ai tendance à dire bandelettes quand il s'agit de la chirurgie de renfort pour l'incontinence urinaire, et j'ai tendance à dire mèche dès qu'on utilise une prothèse pour le prolapsus, l'ensemble est faisant partie des dispositifs de renfort. Donc, pour les bandelettes sous-urétrales, on est en complications sérieuses à 23 reprises chirurgicales, essentiellement. On a distingué un groupe de 153 femmes qui avaient une bandelette et une autre chirurgie du prolapsus. C'est détaillé tout en bas. Il y avait 80 celloscopies avec des mèches, 34 chirurgies vaginales avec mèches et 39 chirurgies vaginales sans mèches. On collectait aussi les chirurgies vaginales sans mèches, puisqu'une des questions scientifiques qui peut se poser, c'est savoir si l'utilisation de la mèche est légitime ou expose à plus de complications qu'une chirurgie sans mèche. 357 chirurgies vaginales avec mèche et on retrouve avec 10 complications rapportées. Alors, les complications n'étaient pas que rapportées, hein. On a aussi envoyé un courrier sur les premières inclusions à 1 an d'inclusion aux femmes et on utilisait aussi le recueil d'informations des centres hospitaliers pour tracer les actes liés à des complications ou les codes SIM10 liés aux complications. C'est-à-dire pour faire un recueil qui soit à la fois exhaustif et contrôlé par les moyens d'information. Et ainsi que les pauses étaient contrôlées par les actes chirurgicaux. Alors les actes chirurgicaux CCAM, comme vous savez, ne permettent pas de savoir si on avait une mèche, mais on pouvait, comme on captait toute la chirurgie avec ou sans mèche, avoir une idée si on avait la déclaration du chirurgien et la redemander au chirurgien. Et on avait aussi collecté dans les centres les déclarations nominatives des pharmacies qui délivrent les dispositifs de renfort nominativement et qu'on recroise. Donc, l'observatoire, c'est ce croisement à la fois de l'information délivrée par le chirurgien, de la délivrance des DIM et de la délivrance des pharmacies qu'on doit recroiser. Et bien sûr, pour faire tout cela, je suis obligé d'utiliser les informations nominales pour pouvoir tracer, recouper les informations et les tracer dans le temps. Vous avez 174 réparations vaginales sans mèche avec 3 complications sérieuses. Vous verrez, j'essaierai de le détailler, c'est essentiellement des hématomes qui se manifestent très précocement. Et il y a plus de 500 celloscopies avec l'utilisation d'un renfort prothétique. On continue à capter les reprises chirurgicales pour échec, hein, enfin échec pour incontinence ou prolapsus chez quelqu'un qui a été opéré soit d'une incontinence ou d'une prolapsus, et ce qui permet de calculer un taux de reprise chirurgicale qui était globalement à 3,7% sur cette courte période, hein. Le délai moyen de surveillance, il est de 7 mois. Ça s'explique par le début, on va dire, récent des inclusions. Pour les complications sérieuses, on collectait aussi des complications intraopératoires. Sur une courbe de survie, voilà ce que ça représente. Vous avez en bleu, tout en haut, la celloscopie avec mèche, où à 6 mois, le risque de complications incidentes, il est de moins de 1%. Vous avez tout en bas l'association... Vous avez l'association d'une bandelette sous-urétrale et d'une chirurgie du prolapsus. On peut imaginer que finalement, comme il y a plusieurs gestes opératoires, ça additionne les gestes opératoires. C'est trop tôt pour savoir s'il y a un effet synergique, c'est-à-dire que le fait d'associer plusieurs procédures en même temps
augmente de facto le risque. C'est une hypothèse, c'est possible. Vous avez en vert les bandelettes sous-urétrales seules, vous voyez, ou avec un risque de complication qui est à 3,5% estimé à 6 mois. Vous avez les chirurgies vaginales qui sont en rouge, juste sous la cystoscopie. Vous voyez, les complications sont précoces. Et dans cet intervalle de temps, on n'a pas enregistré de complications tardives. Et juste en dessous, en violet, il y a la chirurgie vaginale avec mèche, où on est à 2,8% estimé de complications sérieuses à 6 mois. Oui, c'est là, excusez-moi. Alors, sur ces complications incidentes qui sont précoces, hein, c'est une des limites de notre travail, la complication la plus fréquente, c'était la miction difficile, et c'était à chaque fois lié à des bandelettes sous-urétrales. Ça fait 2,2% des bandelettes qui ont nécessité une reprise pour miction difficile. Dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas des reprises qui sont difficiles, hein, il s'agit de sectionner la bandelette. Ça peut même être fait sous local, ou de retirer une partie de la bandelette. Le signal qu'on en a n'est pas un signal de difficulté sévère, on va dire grave. La seconde en fréquence, c'est l'exposition de la mèche. On a eu 16 cas en incident. C'était 9 après BSU, ça fait environ 1%, 5 après mèche vaginale, on est à 1,2%, et 2 après cystoscopie, 0,3%. Et si on prend en compte toutes les réinterventions pour complications, on voit que 11 BSU ont été enlevés au moins en partie sur 811 poses, c'est-à-dire qu'on est à 1,4%, 2 mèches retirées sur 391 poses vaginales, on est à 0,5%, et 4 mèches retirées sur 600 poses par cystoscopie, on est à 0,6%. Alors, dans ce recueil, la stratégie qui avait été retenue, c'est aussi d'enregistrer toutes les complications, même si elles n'étaient pas incidentes, sur des chirurgies plus anciennes ou des chirurgies opérées ailleurs. Tout ça, non pas pour pouvoir calculer une incidence, bien sûr, on n'a pas le dénominateur, mais pour avoir une typologie de qu'est-ce qui se passe, quelle est la typologie des complications du signal. Et sur ces 187 complications enregistrées entre février et décembre, c'est des données qui sont toujours en cours d'analyse, on a identifié 100 expositions. Le délai moyen, il est de 73 mois. On est à plus de 5 ans. Ça peut survenir tardivement. Donc, je pense qu'il y a une nécessité à continuer la surveillance sur le temps. 99 étaient sur des mèches et une était sur un fil non résorbable, un fil de Richter, sur une chirurgie sans mèche, mais on utilise aussi des fils non résorbables qui sont presque des dispositifs, des dispositifs médicaux. 75 reprises, alors il peut y avoir plusieurs motifs, hein, on peut avoir l'exposition et la douleur. 75 reprises chirurgicales étaient pour douleur, avec un délai moyen un peu plus court, 58 mois, et 39 c'était sur des bandelettes sous-urétrales. 54 reprises étaient pour des obstructions ou des rétentions vésicales, 37 mois de délai, et 42 étaient des bandelettes sous-urétrales. On peut aussi avoir des obstructions sans bandelettes sous-urétrales dans la chirurgie du prolapsus. Les mécanismes peuvent être la douleur, par exemple. Il y a 17 abscesses pelviens avec un délai moyen de 5 ans, 60 mois, et 11 étaient sur promontofixation. Il y a aussi un signal sur la promonto, en particulier pour ces abcès pelviens. 7 hématomes ou hémorragie, alors c'est des complications beaucoup plus précoces, hein, 9 mois de délai moyen, 9 jours de délai moyen, et principalement sur de la chirurgie native. 6 obstructions urétérales, alors à ne pas confondre avec les urétrales, hein. Urétérales, ça veut dire sur le conduit urinaire entre le rein et la vessie. 3 sur chirurgie vaginale sur mèche, il y en avait 2 sur des promontofixations et 1 sur une chirurgie native, vaginale native. Si on regarde un peu les expositions, vous voyez que 71 expositions sont survenues plus de 12 mois après la pose du dispositif, et ils se répartissent sur entre les bandelettes sous-urétrales, les mèches vaginales, la promonto et le vaginal natif. C'était ce fameux fil avec des expositions qui sont dans la majorité des cas, j'ai oublié de faire un total, vaginales, mais qui peuvent être aussi urétrales, et ça concerne 13 cas avec des BSU, avec des incarcérations urétrales, donc le conduit de la vessie vers l'extérieur,
vésicale, où on se retrouve avec 10 cas d'exposition vésicale. Il y a eu un cas rectal, que je connais bien puisqu'on l'a traité par une reprise par celloscopie, et c'était une promontofixation, et une exposition cutanée sur un orifice de sortie rétropubien d'une bandelette sous-urétrale. La conclusion, je vais essayer de faire une conclusion scientifique, ça ne sera pas la conclusion pour aujourd'hui, c'est j'espère que ces données, enfin mon sentiment c'est que ces données de l'observatoire permettent d'avoir du détail, et ce qui me manque moi c'est une exploitation explicative, c'est-à-dire on n'a pas pu faire sur 52 complications incidents, c'est pas assez de complications, mais c'est une bonne nouvelle pour nos patientes. C'est pas suffisant pour faire de l'explication, c'est-à-dire d'aller tester est-ce que c'est lié au matériel, est-ce que c'est lié au chirurgien, à la technique, etc. Il y a besoin de plus de données pour pouvoir rentrer dans l'explication. Si on veut avoir capté le signal incident tardif, il faut prolonger, et si on veut faire de l'explication, il faut élargir l'observatoire. Merci à vous. On va proposer de faire... si certains d'entre vous souhaitent poser une ou deux questions au professeur Friedel sur l'étude, on avait prévu 10 minutes de temps d'échange. Merci, ça fonctionne. Voilà, donc j'ai plusieurs questions et remarques. Et pas seulement d'ailleurs sur ce qui a été présenté par Xavier Friedel, mais également sur les données que vous avez évoquées au départ. Et ma première interrogation, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont mélangées. Et dans les données que vous avez montrées aussi des complications qui ont été rapportées sur les bandelettes chez l'homme. Je pense qu'il aurait fallu les enlever. Ça, c'est mon premier élément. Et deuxième élément, même aujourd'hui, je pense que mélanger à la fois l'incontinence urinaire à l'effort et la chirurgie du prolapsus, c'est quand même deux pathologies différentes qui peuvent parfois se retrouver, mais qui sont deux pathologies différentes, et je pense que ça devrait faire l'objet plutôt de deux réunions différentes, parce que c'est vraiment deux thématiques totalement différentes. Et ensuite, dans l'incontinence urinaire, vous avez quand même oublié un certain nombre d'autres traitements, avec d'autres dispositifs médicaux, que sont le sphincter urinaire artificiel ou les ballonnets périurétraux. Et il serait intéressant, si on parle d'incontinence, d'avoir une vision globale avec de tous les dispositifs disponibles aujourd'hui. Donc ça, c'est ma remarque. Ensuite, j'ai une question, parce que dans les outils qui pourraient être intéressants pour justement revoir les complications, il y a aussi les bases des différents assureurs médicaux, le SOU, etc. Et je voulais savoir si vous aviez accès à ce type de bases, parce que ça serait intéressant de voir justement les remontées, les plaintes éventuelles, et ce qui permettrait d'avoir une vision, d'une part, peut-être plus réelle de la réalité, et également ce qui pourrait être aussi une alerte beaucoup plus précoce dans les complications rencontrées. Voilà, donc ça c'était mes remarques. Je vous laisserai répondre à ma question. Et ensuite, concernant le Vigimesh, d'abord, je pense qu'il faut remercier Xavier Friedel d'avoir mis en place ce type de registre et d'études, parce que c'est vraiment important, on en a vraiment besoin. Et remercier la NSM d'avoir permis son financement. Voilà. Après, là encore, j'ai déjà dit, mais je pense qu'il faut scinder vraiment tout ce qui est incontinence et tout ce qui est chirurgie du prolapsus. Et puis, l'autre élément, mais bon, je pense que ça va venir aujourd'hui dans les discussions, c'est que là, aujourd'hui, on voit quand même des taux de complications qui semblent être bas par rapport à ce qu'on a pu entendre et ce qu'on a pu imaginer et pu voir, et que probablement, ça vient aussi l'évolution des matériaux, et que je pense que si on prenait avec une vision beaucoup plus globale, plus ancienne, on aurait des chiffres totalement différents. Juste une réponse rapide à vos remarques et questions. Donc oui, enfin, je vous rejoins, mais lorsqu'on s'est penché sur la question, on s'est retrouvé quand même face à une situation où il était absolument difficile de mettre en évidence un signal. Et donc, en toute honnêteté, on s'est posé la question où chercher, quoi. Est-ce que le problème venait de l'incontinence urinaire, des mèches, etc. Mais on est bien d'accord avec vous. Probablement, ce sont deux sujets qu'il faut traiter séparément, y compris concernant l'incontinence masculine. Mais voilà, on a traité tout ensemble, et une partie de la réunion, justement, enfin en tout cas on l'espère,
nous permettra aussi d'échanger là-dessus, c'est de savoir voilà, comment est-ce qu'on organise le travail et qu'est-ce qu'on regarde peut-être en premier ou essayer de hiérarchiser les problématiques. Donc ça, c'est la réponse à votre première remarque. Votre deuxième remarque, c'est est-ce qu'on a accès aux bases des assureurs. Aujourd'hui, on a accès aux données du SNIRAM, uniquement. Voilà. On est en train de regarder comment les exploiter. Il nous manque quand même des informations, notamment sur la codification des actes. Et donc ça, c'est une difficulté dans l'exploitation de ces données, mais on est en train de voir ce qu'on peut néanmoins essayer d'en tirer. Et donc, bon, on verra ça par la suite. On reviendra vers vous, en tout cas, si on arrive à exploiter ça correctement. En assureur, effectivement, il y a le SNIRAM, il y a les payeurs, mais il y a aussi l'assureur des médecins. Mais celle-là, on les a pas. Probablement qu'avec ce type d'information, on aura des alertes précoces justement sur ce qui se passe avec la sinistralité et les événements qui sont remontés, qui font l'objet d'actes de procédure. Je remercie beaucoup Xavier qui a fait une étude très intéressante et qui commence à lancer un petit peu des chiffres un peu plus précis que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Les fichiers SNIRAM ont été utilisés déjà dans beaucoup d'autres domaines. Et en ce qui nous concerne là sur les prothèses d'incontinence et de prolapsus, sur l'incontinence, la CCRM permet très clairement d'avoir accès à ces données. Ce qui concerne le prolapsus, c'est un petit peu plus compliqué. Sur la Célio, la promontofixation aujourd'hui, elle est bien codifiée et elle est systématiquement associée à des mèches, donc c'est assez facile aussi. La question que je voulais vous poser, c'est plus compliqué par contre pour les voies basses qui ne disposent pas de code spécifique. La question que je voulais vous poser, et c'est dommage parce que la réglementation a changé, mais avant de mémoire, c'était 2007 ou 2008, je crois, la totalité quasiment de ces implants étaient en LPP, en liste de prestations de prix, et donc sur une facturation individuelle qui apparaît dans les bases PMSI. Et là, non seulement on a les types de prothèses, on a les marques, on a les modèles, et donc ça n'existe plus puisque ces implants ont été intégrés dans les GHM et donc ne sont plus facturés en LPP et donc ne sont plus, leur typologie n'est plus disponible dans la base PMSI. Mais ça a été fait pendant des années et la question c'est de dire est-ce qu'au-delà de l'étude SNIRAM classique qu'on a fait et que vous avez déjà piloté dans beaucoup d'autres domaines, est-ce qu'il ne serait pas possible d'utiliser ce type de données pour avoir des études pour le coup qui sont à l'échelle de la population entière et donc sur un dénominateur extrêmement large et qui serait en plus permettrait de différencier à la fois les implants, les équipes, enfin c'est des bases extrêmement précises. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Enfin, vous voulez dire un mot, non? Sur oui, pour... Je voulais dire un mot. Oui, Monsieur Thomas, dans votre introduction, vous nous dites que sur 7 ans, vous n'avez recensé que 228 patientes avec incident. Et en 2018, vous vous étonnez de l'augmentation des incidents, fin 2018. Mais je pense que vous avez quand même, vous savez pourquoi il y a eu une augmentation des déclarations. Voilà. Donc ce serait bien de le dire. Non, mais on est tout à fait conscient que... C'est pas arrivé comme ça. Tout d'un coup, il n'y a pas eu un espèce de miracle et une intervention qui a fait que vous avez eu 31 déclarations. Ces déclarations, elles ont été motivées par des choses qui se sont passées, hein, par des journalistes qui ont enquêté. Il faudrait quand même aussi en parler. Ce n'est pas arrivé comme ça. Nous, si nous sommes là aujourd'hui, c'est quand même grâce à l'enquête de ces journalistes que nous sommes là aujourd'hui. Oui, non mais tout à fait. Enfin, bien évidemment, le contexte médiatique très fort de l'année 2018 a contribué à permettre plus de déclarations. C'est clair. Je n'ai absolument aucun problème pour le dire et pour le reconnaître. Et au-delà, effectivement, le fait que ce soit des incidents avec des personnes qui souffrent, voilà, c'est par la déclaration que nous, on pourra aussi effectivement arriver à affiner, à évaluer, à essayer de comprendre exactement ce qui se passe. Mais tout à fait d'accord avec vous, madame.
c'est pas si clair que ça. Dans Vigimesh, je sais que c'est des promontos et le codage est très variable parce qu'il y a des confusions entre l'apexie antérieure et postérieure et on ne sait pas si, comme tu sais, on peut mettre un dispositif en avant sur le vagin et un dispositif en arrière. On est incapable de savoir si ça a été le cas en utilisant les actes et il y a une confusion des chirurgiens avec pexie antérieure et pexie postérieure qui pose un problème dans l'interprétation. Et enfin, je n'ai pas d'acte traceur de reprise pour complications, à la différence des bandelettes sous-urétrales où il y a des actes, et même pire, on peut supposer que les actes dédiés à la reprise des bandelettes sous-urétrales sont utilisés dans ces cas-là, ce qui trouble encore plus l'interprétation du signal si on utilise le CCRM, la CCRM. Monsieur Lucas. Merci. Oui, je voulais apporter une précision suite à l'intervention du docteur Jourdain. Donc effectivement, auparavant, ces dispositifs étaient individualisés au sein de la LPP, donc la liste des produits et prestations remboursables, donc qui permettaient leur identification. Ensuite, ces produits-là ont été intégrés dans les GHS, donc dans les groupes homogènes de séjour, donc financés au titre des forfaits d'hospitalisation. Mais dans le cadre d'un dispositif que je vous présenterai tout à l'heure lors de notre intervention, le dispositif intra-GHS, il est justement envisagé d'évaluer de façon individuelle ces produits-là, et ce qui permettra ensuite, une fois que ces produits-là seront évalués et s'ils sont inscrits sur la liste des produits intra-GHS, permettra leur identification individuelle également, comme c'était le cas auparavant lorsqu'ils étaient sur la liste en sus. Oui, Monsieur Bousque. Ouvrir un petit peu plus le sujet, puisque moi j'ai parlé plus du parcours de soins, où cette étude m'interpelle beaucoup, parce que les délais moyens de complications sont relativement loin, ce qui veut dire que sont dans nos cabinets, elles sont plus chez vous, et que globalement, nous, en médecine de ville, on n'a absolument pas cette notion. Donc j'avance pour cet après-midi, mais c'est quelque chose qui est important. Là, je découvre des chiffres, des notions qu'on n'a pas. C'est-à-dire ces complications lointaines, on ne les connaît pas. Et donc, je vais reprendre ce que disait madame, mais probablement qu'il y a une sous-déclaration du fait de la méconnaissance. Voilà. Mais on le sait, après, il y a des choses qui ont évolué, et tant mieux, qui permettent des déclarations et des déclarations de patients, comme ça a été dit, et on le sait maintenant. C'est au médecin de déclarer. C'est une vraie question. Tout à fait. Difficile à dépister, en particulier les expositions qui le plus souvent on ne les voit pas. C'est une perception qu'il faut vérifier. Et après, il y a toute la question très difficile de la prise en charge des douleurs et de l'imputation au dispositif. Juste les micros, ça vous permet, alors que lorsqu'ils marchent, ça vous permet d'être entendu également sur la chaîne YouTube lors de la retransmission, c'est pour ça. Le vôtre, oui, oui. Non, mais c'était juste pour ça. Merci pour ces premiers échanges. Effectivement, il y a un certain nombre de sujets qu'on aura l'occasion de rediscuter au fil de la journée sur le parcours de soins et la prise en charge et les déclarations aussi de vigilance. On vous propose d'enchaîner avec la présentation de ce qui a pu être fait dans d'autres pays. Bonjour, je suis Véronique Lemanissier. Je fais de l'évaluation au sein de la direction en charge des dispositifs médicaux, notamment sur les implants d'urologie et gynécologie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'exemples d'actions qui ont été initiées hors France pour vous donner quelques repères en amont des discussions qu'on va avoir tout à l'heure. Alors dans ce tableau, j'ai essayé de vous répertorier les grandes lignes de ce qui s'est fait hors France. Donc on a commencé par l'Écosse qui en 2017 a publié un rapport qui regroupe des recommandations dont l'objectif sont de sécuriser toutes les interventions chirurgicales dans lesquelles on implante
des bandelettes pour le traitement de l'incontinence urinaire d'effort ou des implants pour le traitement du prolapsus en voie basse. Quelques mois plus tard, le Royaume-Uni a eu la même démarche, en 2017 également, et ça portait sur le même type de dispositif. On est sur le même champ. Je vais passer à l'Irlande qui, en novembre 2018, a eu une initiative similaire, c'est-à-dire que le rapport regroupe des recommandations pour sécuriser les interventions, mais cette fois, ça ne porte que sur les implants de renfort pour le traitement du prolapsus posé en voie basse. Et pour finir, l'Australie a une démarche un peu différente puisque elle a fait une évaluation des dispositifs qui étaient disponibles en Australie et donc qui étaient inscrits dans le livret thérapeutique. Et à l'issue de cette évaluation, elle a décidé de retirer de son livret toutes les mini-bandelettes pour le traitement de l'incontinence et les implants de prolapsus voie basse. Pour ce qui est des bandelettes classiques pour le traitement de l'incontinence, le TGA, qui est l'autorité compétente dans le domaine des dispositifs médicaux, a demandé une mise à jour des notices pour que les effets indésirables soient mieux présentés, pour que l'information soit plus claire pour les professionnels de santé et donc pour informer les patientes. On reverra quelques actions un peu phares dans la suite de la présentation. Alors maintenant, il y a deux pays qui sont en cours de réflexion. Il y a le Royaume-Uni qui s'est remis à travailler sur le sujet par le biais d'un groupe de travail indépendant dont les préconisations ont été suivies par le ministère de la Santé et le NHS. Donc durant cette réflexion qui devrait durer de juillet 2018 à mars 2019, le groupe a préconisé une pause temporaire dans l'implantation des implants de ce type, à savoir que c'est une pause dans les chirurgies en attendant que les recommandations soient validées. Donc on ne sait pas encore quels seront les teneurs des recommandations. Sinon, aux États-Unis, une réflexion est en cours également et une grande réunion publique va être organisée le 12 février prochain pour regrouper donc des experts, des chirurgiens, des institutionnels, des femmes implantées. Alors, le programme, c'est de revoir le bénéfice-risque des implants. Cette fois, ça ne porte que sur les implants de prolapsus de voie basse. Donc aussi, ils veulent revoir les indications de ces dispositifs ainsi que le parcours des patientes, notamment quand elles présentent des complications. Alors un petit élément de contexte aux États-Unis, il faut savoir qu'en 2016, tous ces implants ont été reclassés pour atterrir dans la classe de risque la plus élevée, la classe 3, ce qui nécessite une autorisation pour la mise sur le marché qui s'appelle une pré-market approval et c'est une démarche qui nécessite une évaluation clinique plus poussée pour ces dispositifs. Alors ce changement de classification a entraîné une petite restriction du marché dans le sens où il n'y a que 3 mèches qui sont disponibles dans le traitement de la cystocèle sur le marché américain. Alors maintenant, on va voir un peu la teneur des recommandations qui ont été publiées dans ces différents pays. On commence donc par les actions qui portent sur les dispositifs eux-mêmes. Alors en Europe, aucune autorité compétente dans le domaine des dispositifs médicaux n'a pris de mesures globales sur les mèches, c'est-à-dire que ces dispositifs, du moment qu'ils sont marqués CE, peuvent être mis sur le marché. Faut bien avoir à l'esprit que les recommandations ne portent que essentiellement sur l'encadrement des pratiques. Donc ces dispositifs sont disponibles, mais on peut avoir des pauses dans la réalisation des chirurgies.
On l'a dit tout à l'heure, il y a une task force européenne qui travaille sur une revue des données cliniques et des analyses de risque pour tous les implants de renfort qui sont sur le marché en urogynéco. Donc cette démarche est en cours, elle devrait aboutir courant 2019. Un autre élément à avoir en tête, c'est que dans le nouveau règlement européen des dispositifs médicaux, l'évaluation clinique des implants, de toute façon, sera renforcée. Donc on a espoir que le niveau d'évaluation des dispositifs soit de plus en plus... Excusez-moi, j'ai une question. C'est renforcé, mais il n'y a toujours pas d'AMM, on est bien d'accord. Dans le nouveau règlement à venir, les dispositifs, y compris ceux de classe 3, n'est toujours pas prévu d'AMM, juste pour être clair. Non, il n'y a pas d'AMM. Oui. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder au marché, il faudrait fermer votre micro. Oui, mais je complète. Donc, en fait, très concrètement, quand vous dites que le dispositif est renforcé, enfin, nous, on s'est déjà exprimé sur le sujet de longue date, bien avant d'ailleurs les derniers médias, les dernières informations médias. Mais quand vous dites renforcer, bon, très concrètement, nous on a une vision quand même différente des choses, puisqu'on n'a toujours pas de procédure d'AMM pour les dispositifs notamment de classe 3, et très concrètement, la France ne pousse pas du tout dans ce sens, donc il y a un vrai travail plus global à faire. Moi, je précise, parce que quand je vous entends dire renforcer, je grince un peu, quoi. Bon. En revanche, si je peux me permettre, donc je m'exprime au nom du ministère de la Santé, il est quand même clair qu'en France, pour un certain nombre de dispositifs, y compris ceux qui ne sont pas sur la liste en sus, donc c'est ce qui va être présenté tout à l'heure, donc qui relèvent des catégories intra-GHS, pour celles qui posent le plus de problèmes de santé publique, il est prévu une évaluation par la Haute Autorité de Santé, donc je me tourne vers mes collègues de la Haute Autorité de Santé, chose qui n'est pas le cas nécessairement dans les autres pays, donc nous avons réellement une évaluation du bénéfice-risque par la Haute Autorité de Santé en France sur ces dispositifs, même s'il n'y a pas d'AMM. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques exemples qui portent essentiellement sur l'encadrement des pratiques. Alors, c'est pour vous donner quelques idées pour les discussions qui vont suivre. Donc, on a quelques pays qui ont mis à disposition des documentations au niveau national qui sont destinées aussi bien pour les patientes avant implantation que pour les professionnels de santé non chirurgiens. Donc, on peut avoir des sites internet qui ont été mis en place, des numéros verts où les personnes peuvent poser leurs questions. Des dépliants aussi. On a eu des démarches qui ont abouti à demander un consentement éclairé des patients avant implantation, c'est-à-dire après avoir reçu l'information et après avoir bien réfléchi, le patient donne son accord et le formalise avec sa signature avant l'implantation. Des pays ont mis en place des parcours de soins en insistant sur la bonne prise en charge des femmes implantées qui pourraient présenter des complications quelques années après. Alors, des centres experts ont été désignés et cette information est largement disponible, ce qui fait que les patients ou les professionnels de santé peuvent s'adresser à ces centres experts s'ils doivent être pris en charge à ce niveau. Donc on a des équipes multidisciplinaires qui sont spécialisées dans la prise en charge des cas complexes. Alors les cas complexes, ça peut être des femmes qui présentent des complications ou des femmes qui, au prime abord, présentent des particularités qui ne peuvent pas être traitées dans un centre basique, entre guillemets. Sinon, au niveau national, des indicateurs ont pu être formalisés, ce qui permet de suivre le nombre d'implantations quand il y a un implant ou le nombre de chirurgies sans implantation. On peut suivre également le nombre d'explantations. Donc il y a des indicateurs qui ont été élaborés en ce sens. Tous les pays ont favorisé les déclarations d'incidents en rappelant les procédures. Alors les incidents peuvent être liés au dispositif, mais aussi aux actes de chirurgie. Donc ça, en France, nous, on a fait de même en novembre, on va dire.
Et enfin, il y a des autorités de santé qui ont considéré qu'on n'avait pas assez de données sur la sécurité et l'efficacité des procédures chirurgicales à long terme. Donc, dans certains pays, on a eu des préconisations pour développer des études cliniques ou des registres. Mais bon, pour l'instant, ça se met en place, donc on n'a pas de résultats particuliers à vous montrer. Voilà, j'ai fini, donc j'espère que ça va vous mettre à l'aise pour démarrer les discussions dans les différentes thématiques. Juste pour revenir sur votre remarque tout à l'heure, en fait, l'élaboration d'un règlement, c'est un processus effectivement très très long, qui fait l'objet d'une adoption au niveau européen, au niveau parlementaire. Par rapport à la position française, je pense que la position française, au moment de la construction de ce règlement, était en faveur de mettre en place une AMM. Ce n'est pas le sujet du jour, mais je tenais juste à le préciser. Voilà, sauf qu'on est dans un processus où tout le monde a donné son avis, il y a eu des discussions, etc. Et on s'est effectivement, je dirais au niveau européen, accordé sur l'absence d'AMM pour ces dispositifs, mais en contrepartie, la mise en place d'un processus qui vise néanmoins à renforcer l'évaluation clinique. Alors, on peut juger ça comme non satisfaisant, hein. Moi j'entends tout à fait ces commentaires-là, mais voilà, et le renforcement clinique qui va être l'objectif, c'est pas de laisser les organismes notifiés tout seuls avec leur dossier. C'est que c'est un certain nombre de dossiers, notamment ceux des dispositifs implantables, seront revus, en tout cas l'évaluation faite par les organismes notifiés sera revue par un panel d'experts spécialistes donc sur le sujet. Mais voilà, c'est juste pour un petit peu recaler un petit peu les choses, c'est que on peut entendre effectivement la nécessité du AMM. Je ne crois pas que la position française était contre l'AMM, bien au contraire. Mais voilà, c'est pas ce qui est ressorti aujourd'hui des discussions dans l'élaboration de ce règlement. Donc nous vous proposons de continuer avec les interventions de la Direction générale de la santé, la Direction générale de l'offre de soins et de la Haute Autorité de santé. Merci. Donc ce dispositif intra-GHS a été abordé à plusieurs reprises depuis ce matin. Donc je vous propose de vous rappeler comment fonctionne ce dispositif pour en venir plus précisément aux produits qui nous intéressent aujourd'hui et de vous présenter ce qui est évalué, ce qui est prévu en termes d'évaluation de ces produits. Donc le dispositif intra-GHS, donc GHS pour groupe homogène de soins, la loi de Bertrand donc, du 29 décembre 2011 de renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a introduit dans le Code de la sécurité sociale, donc à l'article 165.11, ce dispositif qu'on dit intra-GHS, et ensuite un décret d'application a été pris pour sa mise en œuvre. Donc ce dispositif-là, en fait, il conditionne l'achat, la fourniture et l'utilisation de certains dispositifs médicaux par les hôpitaux, par les établissements de santé, et leur prise en charge par l'assurance maladie au titre des forfaits hospitaliers, à l'inscription sur une liste positive de dispositifs médicaux sur la liste dite intra-GHS. Donc les catégories de dispositifs qui sont visées par ce dispositif sont bien ceux qui sont identifiés au regard de leur caractère invasif et des risques qu'ils peuvent présenter pour la santé humaine. Donc là, on parle bien de dispositifs à risque, entre guillemets. Une fois que ces catégories homogènes de dispositifs sont déterminées, elles sont fixées par arrêté. C'est un arrêté de la ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale. Donc en termes d'évaluation, pour qu'un dispositif médical soit inscrit sur cette liste intra-GHS, le dispositif doit faire l'objet d'une évaluation préalable par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, donc la CNEDIMS, la commission dédiée de la Haute Autorité de Santé. Je laisserai les représentants de la HAS présenter plus avant les caractéristiques de cette évaluation.
Donc cette évaluation, elle permet bien, et on revient aux échanges qui ont eu lieu ce matin, de renforcer l'obligation de production de données cliniques au-delà de celles qui sont fournies au moment du marquage CE, pour l'obtention du marquage CE, et ça dans le but d'étayer la pertinence de son utilisation et de sa prise en charge par l'assurance maladie. Donc sur la base de l'avis CNEDIMS qui est rendu par la HAS, à l'issue de l'évaluation, les ministres donc Santé et Sécurité sociale prennent un arrêté qui inscrit un dispositif donc en nom de marque sur cette liste intra-GHS. Donc ça veut bien dire que seuls les dispositifs qui sont utilisés, qui sont inscrits sur cette liste pourront continuer à être utilisés et remboursés par l'assurance maladie. Donc ce dispositif, il a été créé par la loi Bertrand 2011. Depuis sa mise en œuvre, 4 catégories ont été évaluées. Et là, un arrêté est en cours de signature avec 5 nouvelles catégories, dont 3 concernent les produits dont on parle aujourd'hui. Donc cet arrêté, il est assorti d'un calendrier d'évaluation. Donc pour en revenir au-delà de la date butoir qui est fixée pour chacune des catégories, un dispositif qui n'est pas inscrit sur la liste ne pourra pas être utilisé. Donc il se décline de la manière suivante. Sont visés donc les DM implantables destinés au traitement par voie vaginale du prolapsus des organes pelviens. Il a été prévu un calendrier, et ça en collaboration bien sûr avec la Haute Autorité de Santé, un délai d'évaluation et d'inscription de 9 mois. Pour les dispositifs médicaux implantables pour le traitement par voie vaginale de l'incontinence urinaire, il a été prévu un délai d'évaluation de 15 mois. Et enfin, pour les DM implantables destinés au traitement par voie haute du prolapsus des organes pelviens, il a été prévu un calendrier d'évaluation de 24 mois, de façon à échelonner bien sûr le dépôt des dossiers et l'évaluation par l'HAS, puis l'inscription sur la liste, si l'évaluation bien sûr est positive suite à l'évaluation de l'HAS. Donc la liste consolidée des produits, elle est ensuite disponible sur le site internet du ministère. Donc les précédentes catégories, la liste est déjà présente, et donc cette liste est mise à jour au fur et à mesure des évaluations HAS et de l'inscription par arrêté. Je vous remercie. Merci. Alors au regard des éléments fournis par la NSM sur le nombre de produits concernés par chacune des catégories, et au regard des données en termes de complications, il a été prévu un calendrier échelonné. Ce calendrier échelonné, comme je l'ai dit tout à l'heure, et là je laisserai la Haute Autorité de Santé compléter, a été déterminé en fonction aussi des capacités d'évaluation de la Haute Autorité de Santé, plus particulièrement de la CNEDIMS. Alors, moi j'ai une remarque. Vous avez compris que vous ne captez pas tout le signal. C'est-à-dire vous ne captez pas tout le signal de pause, de renfort, puisque vous ne captez que les dispositifs spécifiques et dédiés, alors qu'il y a des dispositifs similaires, par exemple pour la chirurgie de la hernie et de la paroi abdominale, qui peuvent être découpés à façon. Ce dispositif, il a pour objectif d'être vivant, hein. Donc si effectivement il y a des choses qui notamment au sein de ces travaux, qui ressortent, cette liste-là, elle n'est pas figée, hein. Elle peut évoluer. Voilà ce que l'on a ressorti en l'état. Maintenant, s'il y a des signaux qui ressortent sur d'autres dispositifs, cette liste pourra éventuellement évoluer. J'ai quand même une petite question. Quand vous dites des dispositifs qui peuvent être découpés à façon, est-ce que ces dispositifs sont faits pour ça, au départ, dans leurs indications ? Si, les dispositifs ont une destination, donc qui correspond à leur indication.
Mais en fait, je trouve que c'est une excellente remarque de votre part. De toute façon, c'est clairement une question qu'il faut se poser, hein. Peut-être que, y compris au niveau fabricant, il y a des choses à clarifier. Il n'est pas impossible que certaines notices d'utilisation soient un peu fragiles, un peu faibles, pas suffisamment documentées, et laissent finalement entendre que ces dispositifs peuvent être utilisés pour tout type de renfort et donc découpés à façon. Je trouve que c'est une question qu'il faut garder à l'esprit. Surtout. La plupart des chirurgiens utilisent quand même les dispositifs qui sont sur le marché pour l'indication. Alors c'est vrai que Xavier a raison, dans certaines indications, il peut y avoir dans certaines équipes des gens qui se servent d'une prothèse, par exemple, qui est normalement prévue pour un renforcement abdominal sur une cure de hernie, pour faire des découpages. Mais c'est quand même pas la majorité des pratiques, et donc il ne faut pas dire surtout. Ce n'est pas surtout, c'est très marginal même, je dirais. Je ne sais pas qui souhaite intervenir en la Haute Autorité de Santé ou la Direction Générale de l'Offre de Soins. Tout d'abord, je souhaite remercier la NSM de nous avoir conviés à cette réunion de concertation. Je tiens également à souligner que l'impératif du ministère de Solidarité et de la Santé est de garantir la sécurité et la qualité des prises en charge. Il est de notre responsabilité, évidemment, de nous assurer que les patientes qui le justifient puissent avoir confiance dans les actes de chirurgie qui nous réunissent aujourd'hui. C'est dans ce contexte que le ministère de la Santé souhaite encadrer la pose des mèches. Et dans ce cadre, nous avons réuni le 21 décembre dernier un certain nombre de représentants des sociétés savantes, donc que je remercie vivement d'avoir accepté de contribuer à ce travail. Suite à cette réunion du 21 décembre, nous avons abouti à un premier projet de texte. Donc aujourd'hui, le projet d'arrêté d'encadrement est en cours de concertation et une version finalisée devrait pouvoir être publiée d'ici la fin du premier trimestre 2019. Donc voilà un peu pour le cadre des travaux entrepris par la DGOS. Je tiens également juste à repréciser que évidemment le cadre des discussions d'aujourd'hui est bien plus large que celui de la réunion qui s'est tenue le 21 décembre et qui n'avait vocation qu'à travailler spécifiquement sur le projet précis d'arrêté d'encadrement. Je vous remercie. Nous allons donner la parole à nos collègues de la Haute Autorité de Santé. Oui, donc effectivement, les produits dont on parle qui seront évalués, donc pour pouvoir être utilisés dans l'établissement de santé, comme il vous a été dit, les fabricants donc, de ces dispositifs devront déposer pour chacun de leurs produits un dossier dans l'objectif d'obtenir l'inscription sur la liste des dispositifs intra-GHS autorisés. Et effectivement, la CNEDIM, la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé de la HAS, qui est la commission spécialisée en termes de dispositifs médicaux de la HAS, évaluera l'intérêt spécifique de chaque dispositif. Chaque dossier sera évalué indépendamment et chaque dispositif sera évalué spécifiquement sur la base des données produites par chaque fabricant pour son dispositif. Et donc, à cette occasion, la CNEDIM, elle évaluera et elle déterminera pour chaque produit les indications qui seront ouvertes à utilisation en établissement de santé. Elle déterminera la place du produit à la stratégie thérapeutique et éventuellement, si nécessaire, elle se prononcera aussi sur les modalités d'encadrement ou de prescription d'utilisation qui devront être retenues pour cet implant. Donc, la commission évaluera chaque implant en termes du critère réglementaire qui s'appelle le service attendu, donc qui est l'évaluation du rapport bénéfice-risque de chaque produit et au vu de la détermination de la place du produit dans la stratégie thérapeutique. Et sur la base de l'avis rendu par la commission et de son évaluation, comme il a été dit, le ministre chargé de la Santé et de la Sécurité sociale prendra la décision d'inscrire ou pas, par le biais d'arrêté, sur la base de l'évaluation qu'on aura pu faire. Et donc effectivement, pour mémoire, seuls les dispositifs qui auront fait l'objet d'une évaluation conduisant à une recommandation d'inscription sur la liste pourront être achetés et utilisés dans l'établissement.
dans un objectif effectivement de n'utilisation que les produits qui auront effectivement bénéficié d'une évaluation favorable, sachant qu'on est aussi preneur lors de leur évaluation de données qui auront pu être produites. Et effectivement, si pour chaque produit qui est inscrit en face, il y a un code qui permet d'interroger les bases de données dont on parlait, du SNIRAM, enfin du SNDS, si on peut faire une analyse sur la population entière, ça permettra effectivement de recueillir un signal beaucoup plus important et peut-être plus fiable que celui qu'on a aujourd'hui. Oui. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez repréciser les bases sur lesquelles seront rendus ces avis? Je n'ai pas bien compris au tout début. On se prononcera, chaque fabricant devra déposer un dossier de demande d'inscription sur cette liste. Donc c'est sur la base de l'argumentaire et du dossier qui nous sera fourni par le fabricant, avec les études cliniques publiées qui seront fournies, que la commission se prononcera sur le bien fondé de l'inscription ou non du produit. Mais il faudra, la commission, dans les critères réglementaires de l'évaluation de ces produits, elle se basera sur des données cliniques, la démonstration clinique de l'intérêt des produits. Donc les études cliniques publiées seront de quel niveau pour être acceptées par vous? Mais je pourrais vous dire ça quand on aura vu les dossiers. Pour l'instant, effectivement, le dispositif qui vous a été présenté par la DGS qui vise à obliger à ce que les fabricants doivent déposer, il n'a pas encore commencé. Les produits vont nous être déposés prochainement. Donc effectivement, c'est au vu de l'évaluation qui aura été produite que vous pourrez voir effectivement les données à disposition. Pour l'instant, on n'a pas encore vu les dossiers. Donc juste pour aussi vous informer, outre évaluer les produits de santé, la Haute Autorité de Santé, pour améliorer la qualité et la sécurité des soins, elle a aussi pour mission d'élaborer des recommandations de bonnes pratiques et de prise en charge. La ministre, le 6 décembre 2018, nous a sollicité et nous a demandé sur plusieurs sujets, et notamment, il nous a sollicité particulièrement pour élaborer des recommandations dans le cadre de l'incontinence urinaire, donc des recommandations de prise en charge beaucoup plus larges. On dépasse la simple prise en charge chirurgicale, et donc c'est vraiment sur l'incontinence urinaire en général et sur le prolapsus aussi. Ces recommandations, elles vont être élaborées donc dès 2019. On les a inscrites au programme de travail de la HAS cette année, et donc on va commencer à travailler, à faire une note de cadrage pour essayer de répondre au mieux aux points d'amélioration de cette prise en charge dans le cadre de l'incontinence urinaire. Je vous rappelle que les dernières recommandations qui avaient été élaborées par la HAS remontent à 2002, je crois, donc c'est quand même temps de les remettre au goût du jour. Donc on va retravailler sur cette démarche-là. Voilà. Que ça soit l'AFU ou le collège, à peu près à la même époque. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que ça vaut le coup d'y retourner. Donc l'ensemble des professionnels, bien sûr, seront sollicités, les professionnels concernés, et les patients, bien entendu, seront impliqués dans tous les travaux que l'on mènera sur ce sujet. Nous remercions pour ces interventions. Donc on a pu voir qu'il y a 3 nouveaux axes de travail qui sont engagés, à la fois sur les actes et sur les dispositifs et sur les recommandations de bonnes pratiques, qui aboutiront en 2009 à une amélioration de la prise en charge des patients et une évaluation des dispositifs médicaux, en parallèle du travail aussi qui est conduit par la NSM dans la task force européenne. Nous vous proposons 5 minutes de pause pour résoudre le problème technique des micros, et nous pourrons ensuite enchaîner avec les thématiques pour l'heure qui restera avant la pause déjeuner. Merci à tous.